va, c'est plein, mais bon, c'est chouette. Bienvenue chez Conto pour parler. Est-ce que j'utilise ce mot pour parler de la crise? En tout cas, ça, c'est sexy, hein, on commence bien. Pour parler de comment se comporter dans des temps mouvants, dans une tempête, un vent qui souffle petit à petit et qui arrive. Je suis ravi de vous accueillir ici. J'ai avec moi Véronique Torner. Salut Véronique. Bonjour. Bienvenue. Merci. Marlène Ribeiro. Bonjour, bonsoir à tous. Jean-Louis Benard. Je dis Benard ou Bénard? Bénard, voilà. Tu as un micro, Jean-Louis, ou pas? Oui? Non? Si. Voilà. Et Paul Lay. Salut, Paul. Ça. Bienvenue. Merci de vous être rendu disponible, parce qu'en plus, vous avez tous et toutes des vies à 300 à l'heure. On parlait de ça à Paul, qui a pas dormi pendant 2 mois presque, après son rachat de Frishti. 6 mois. 6 mois, 6 mois, ouais, c'est vrai que ça avait commencé avant. Et voilà, l'idée, c'est de parler un petit peu de quelque chose qui est aujourd'hui, alors qu'on a senti dans la tech, peut-être particulièrement. Alors toi, tu es autofinancé, donc tu l'as moins senti que d'autres, mais pour ceux qui ont levé de l'argent, on a bien senti depuis 1 an que se financer, se refinancer, c'était pas forcément si simple, et que y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas rentables, qui ont découvert que la rentabilité, c'est peut-être un truc intelligent, que ça pouvait servir à quelque chose, parce qu'à un moment, ils allaient plus lever d'argent comme prévu. Les séries C, série D, série E, série F, ça commençait à être un peu plus compliqué. Je crois qu'on peut constater aujourd'hui que c'est le cas pour toutes les entreprises, même hors tech, même dans le dur, quoi, tout ça. Alors, Véronique, tu es la patronne de Numéum. Donc ça, c'est l'une de tes casquettes. Tu peux me raconter en 2 secondes ce que vous faites, ce que tu fais chez Numéum? Alors, ouais, dans la vraie vie, je suis entrepreneur, je dirige une boîte. C'est l'autre vraie vie. Voilà, une entreprise de service qui est spécialisée dans le cloud et l'open source. Alterway. Et exactement, Alterway qui a rejoint le groupe Smile, qui est une belle ETI française. Et depuis juin, je suis la nouvelle présidente de Numéum. Et Numéum, c'est la première organisation professionnelle des acteurs de la tech, à la fois des éditeurs et des entreprises de services. C'est 2500 entreprises aujourd'hui et ça pèse 85% du chiffre d'affaires du secteur. Donc on est assez représentatif en termes d'organisation. Et Alterway, c'est combien de personnes? Alterway, c'est 200 personnes et le groupe Smile, c'est 2000. D'accord. Donc nous, on est une PME et le groupe Smile, c'est une belle ETI européenne. Et tu me disais tout à l'heure que tu gères vraiment toujours, pour de vrai, Alterway. Hein. Exactement, Ouais. pour de vrai, mais j'ai une super équipe quand même à côté Ok. de moi qui m'aide beaucoup, mais comme chez Numéum. En fait, je partage mon temps, 50% sur Alterway, 50% sur Numéum, et de part et d'autre, j'ai une super équipe qui m'aide. Très bien. Marlène, toi, tu es chez Page. Alors, ce qui est Tout à fait. intéressant dans ces doubles casquettes, et c'est aussi pour ça que j'étais très content que vous veniez aussi toutes les deux, c'est que vous avez une vision à la fois dans vos business respectifs, tu vas me raconter chez Page, mais aussi plus holistique dans plein de business chez vos clients ou chez tes adhérents sur Numéum. Page, c'est un gros groupe hein, quand même. Oui, Ouais. c'est 9000 personnes dans le monde. On est un groupe anglais. C'est un peu plus du milliard de pounds sur le chiffre d'affaires annuel. Et puis effectivement, nos clients, alors on a tout type de clients. Parfois, on pense qu'on travaille qu'avec des grands groupes, mais c'est pas vrai. On travaille avec des startups, avec des PME, des ETI et des grands groupes. Donc c'est très diversifié. Et donc effectivement, on a un peu croisement. Donc il y a déjà des choses qui se passent chez nous, mais également on voit ce qui passe chez nos clients et leurs préoccupations. Vous faites du recrutement. Alors on fait du recrutement. La marque la plus connue, généralement c'est Michael Page qui est le plus connu certainement dans la salle. Et donc moi je suis la directrice générale et j'interviens sur Page Executive qui recrute des dirigeants et Michael Page. D'accord. Sachant qu'il y a donc des parties finance, des parties intérim ou... Exactement. En ouais. fait, on a des activités qui recrutent en CDI, quelles que soient les activités, ou en intérim, management de transition. Donc ça nous permet d'avoir finalement une bonne vue de ce qui se passe sur le marché français et international. D'accord. Jean-Louis, toi, tu as une société qui s'appelle Sociable, c'est ça. Je t'ai connu aussi à une époque où tu dirigeais Brainsonic, donc tu avais plusieurs casquettes aussi. Alors Brainsonic, tu l'as vendu et quitté, mais tu es encore actionnaire, petit actionnaire désormais. Et Sociable, vous faites quoi? Vous travaillez aussi beaucoup avec des grands groupes, hein, donc c'est... Oui, effectivement, Sociable, c'est une plateforme SaaS de communication interne pour des grands groupes.
qui sont, je dirais, souvent globaux. Donc on a concurrent de Workplace de Facebook ou oui, on pourrait dire ça, effectivement. C'est déployé dans des structures, par exemple, comme Primark, donc pour les 70 000 collaborateurs de Primark, ou chez AXA également. Donc on a des clients qui sont en France, mais on a plus de la moitié de notre activité qui est en dehors du marché français. Quelle taille, combien de collaborateurs, quel chiffre d'affaires ? 100 collaborateurs, avec effectivement, comme tu le disais, une spécificité qui est que on a fait le choix de construire une structure rentable dans un univers où beaucoup ont choisi une hypercroissance financée par des levées de fonds successives. Donc on est un petit peu atypique dans cet univers, on n'est pas les seuls. Et puis on est membre de Numéum. Félicitations. Et toi, Paul, alors, La Belle Vie, Frichti désormais, je suis un gros client, je vais te négocier un code promo avant la fin de cette table ronde. Non, on va chercher la rentabilité, c'est fini les codes promo. Nous, on veut des vrais clients. Le vrai épicier. Bah écoute, c'est vrai, ça fait un mois. J'allais dire livraison gratuite, mais c'est déjà gratuit, non ? Elle est gratuite au-dessus de 40 € ouais, sur Paris. Voilà. Et 80 € hors Paris. Donc ça fait un mois qu'on a récupéré, qu'on a repris Frichti. Et ça fait 9 ans qu'on existe avec La Belle Vie. Donc on a toujours été les petits poussés de cette saga de la livraison de courses à domicile, Same Day ou Q-Commerce, on peut l'appeler comme vous voulez. Aujourd'hui, on est 700 avec Frichti. Frichti nous a apporté quasiment 200 collaborateurs de plus. Et on est très content de ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Et vous avez doublé avec ce rachat à peu près. On a doublé de taille en termes de chiffre d'affaires, mais pas en termes de people, parce qu'on a une structure qui permettait d'accepter de recevoir ce nouveau flux de commandes. Là, on est en train de l'optimiser et les choses sont assez excitantes. Donc, c'est de nouvelles choses qu'on apprend aussi en tant qu'entrepreneur qui sont nouvelles. Donc, on reprend une boîte et 200 salariés. Et écoute, on est en train de tout structurer et ça va le faire. C'est assez excitant. Alors j'ai invité autour de cette table des profils à la fois différents pour avoir des personnes sur du service, des personnes sur du produit, des personnes qui avaient pour certains monté des boîtes en 94, en 98, donc qui sont déjà passés par des crises. L'idée c'est que gardez bien vos questions pour la suite, c'est qu'on essaye à la fois de s'inspirer de ce qui s'est passé par le passé, et puis d'analyser un peu ce qui se passe au présent. Qu'est-ce que vous sentez comme, très concrètement comme crise, comme, je sais pas déjà si on doit venir par exemple sur les coûts, vous avez des augmentations de coûts très concrètes dès aujourd'hui ? D'où on a eu l'inflation, enfin on a tous l'inflation, donc en un an on est entre 15 et 20% sur tous les produits de grande consommation et les produits alimentaires, donc ça c'est un fait. Ensuite il y a aussi le coût de l'énergie. Le panier moyen alors il n'a peut-être pas augmenté de 15 à 20%, donc en face peut-être que les gens consomment moins, mais tes produits ont augmenté de 15 à 20%. Les produits ont augmenté de 15 à 20%. Notre chiffre d'affaires en un an a augmenté de voilà, beaucoup. En tout cas, si vous voyez une communication corporate d'un grand groupe qui dit on est en croissance de 15%, c'est qu'il est flat. Et il y en a. Ensuite, évidemment, il y a l'inflation, la hausse des coûts énergétiques. Nous, on a des entrepôts avec des chambres froides, donc et des centaines de scooters électriques. Donc, cette hausse-là, on l'a senti sur l'électricité, donc il faut faire attention. Et à côté de ça, on voit le comportement des clients aussi, qui consomment différemment. Nous, on a un gros deal avec la centrale d'achat Système U. Donc on a tous les produits de grande consommation, Nutella, etc., ce que vous voulez, Coca-Cola, Cristalline, sur La Belle Vie. Mais on a aussi la marque distributeur Système U, qui est une marque rapport qui a été pris, qui est plutôt très bonne. Et on voit que nos clients qui sont plutôt CSP+, commencent à se tourner de plus en plus vers des marques distributeurs. Donc du rapport qui a été pris plutôt bon, mais des prix plutôt bas. Et ça, on voit une tendance très forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la MDD Système U a été notre meilleur lancement de produit. Et aujourd'hui, sont les produits
GMS les plus vendus sur la belle vie. On voit à côté tous nos confrères qui étaient plutôt dans la livraison haut de gamme de produits sur l'alimentaire, livraison à domicile, qui ont beaucoup de mal. Et on voit que ça va avoir pas mal de changements sur le visage de ce marché dans les 12 prochains mois. Voilà. Alors ça a un impact notamment, j'imagine, très clair sur les collaborateurs, parce que qui dit alimentaire et puis coût de chauffage, enfin moi je l'ai bien senti passer, le coût de chauffage l'année dernière, dit qu'ils vont vous demander des augmentations, enfin chez tes Oui, en clients. fait, oui, alors sur... Chez toi d'ailleurs aussi. Oui, partout. En fait, sur les salariés, ils ont effectivement, ils subissent de plein fouet ces inflations et donc changent leur consommation. Et donc nous, on a mené une étude qui s'appelle Talent Trends en 2023, donc sur 70 000 candidats. Et donc on leur a posé un certain nombre de questions. Europe Là, c'était sur le premier semestre sur 2023. Mais sur la France uniquement ou sur... Non, c'est international. Okay. Et en fait, on leur a posé les questions, effectivement, s'ils s'attendaient à avoir des augmentations de salaire vu l'inflation. Et puis, bon, bien évidemment, une grande majorité sont en attente que l'employeur aide les différents salariés. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on leur a demandé finalement quel type d'aide ils souhaitaient. Alors, bien évidemment, beaucoup demandent une augmentation nette, enfin une augmentation de salaire qui est beaucoup plus importante que les années précédentes, mais pas que. En fait, il y en a certains qui disent, bah voilà, moi j'aimerais bien avoir une augmentation un peu avant, un peu en anticipé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, ou d'autres qui demandent plus des primes en fait. Et donc la prime peut être aussi une façon de ne pas avoir une masse salariale qui explose sur le long terme. Donc voilà. Et ça veut dire par exemple sur un recrutement, alors je ne sais pas si c'est pareil chez un dirigeant qui gagne peut-être plus, mais dans des fonctions de cadre, tu vas avoir une vraie augmentation de tous les salaires de 5, 10, 15, 20% ou... En fait, tu sens qu'il y a une inflation effectivement sur les salaires. On a demandé déjà à nos clients de combien ils allaient augmenter les salaires l'année prochaine. Et aujourd'hui, la moyenne, c'est 3,5%. Donc, ils nous disent déjà sur l'année prochaine, ça va être environ 3,5% sur les augmentations de salaire. Et nous, on le voit sur les recrutements de l'inflation. J'arrive pas à l'interpréter. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Parce que 3,5, quand on me dit en face, il y a 15 ou 20, je me dis, il y en a un dans l'équation qui... En fait, oui, ça dépend si tu es employeur ou salarié. 3,5%, en fait, on est un peu sur le trend déjà de cette année, sur les augmentations qui ont eu lieu. C'est un peu le même trend sur l'année prochaine. Après, on sent sur la partie recrutement qu'il y a de l'inflation. Les candidats se battent beaucoup plus pour aller chercher des augmentations de salaire qui vont leur permettre de rattraper ce qu'ils ont perdu en inflation sur justement la consommation. Donc oui, tu as les deux phénomènes. C'est les personnes qui sont en poste et qui vont aller chercher des augmentations, et ceux qui changent de poste pour aller chercher aussi une augmentation de salaire. Et tu as les hausses imposées. Sur le SMIC, on a eu 2 hausses de SMIC en 2 ans. Donc c'est des hausses imposées. Et tu as aussi les hausses imposées sur le titre de transport. Il passe de 50 € remboursé à 80 €. Voilà, tout ça, c'est pour l'employeur. Hein. Ouais. La question, c'est, je sais pas chez vous, mais alors c'est 3,5. Moi, j'ai l'impression que chez moi, si je ne fais que 3,5, je perds la moitié des... Enfin, ça me semble pas beaucoup. Et alors, au regard de ce que tu dis, finalement, en effet, ils ne font pas que sur leur salaire consommé chez La Belle Vie et chez EDF. Ça dépend de ta marge, en fait. Tu peux accepter des hausses de 100% de salaire si tu as des marges de malade. Mais nous, en termes de petites marges, 3,5%, c'est énormissime. Énormissime. Voilà, ça, plus l'électricité, plus... Voilà, on doit faire attention à tout parce qu'on a un business de centimier, mais ça dépend de ta marge. Si tu as une entreprise qui a des produits à 85% de marge, voilà, bon, tu es quand même beaucoup plus ça, gras. C'est que les business en SAS, ça. C'est plutôt à ma droite, c'est plutôt vers là. Ici, c'est les pauvres. Mais ça dépend de ta marge. Voilà. Donc, et bon, il faut encaisser tout ça. Véronique ? 3,5, je pense que ça dépend en fait de la taille de l'entreprise. Donc je pense que chez Exactement. vous, en fait, vous avez très grandes entreprises et 3,5 finalement, c'est une moyenne où il y a des personnes en fait qui vont avoir des très fortes augmentations, d'autres globalement, d'autres qui vont pas augmenter du tout. Et qui vont pas augmenter. Globalement, nous sur le secteur de la tech, on est en tension quand même sur les compétences depuis plusieurs années. Donc les augmentations de salaire, au-delà de l'inflation, en fait, on est en tension parce qu'on a un manque de compétences qui est
très très majeur. D'ailleurs, je fais passer un petit message, c'est qu'on manque de femmes dans le secteur de la tech, et donc il faut inviter les femmes à venir travailler en fait dans notre secteur. Donc je reviens en fait sur le point en fait de l'énergie. Je pense que la crise énergétique a été vraiment pour nous un facteur. Moi, je travaille dans le cloud, donc en fait, évidemment, le coût énergétique est un coût hyper important. Tu as du refroidissement aussi. Il y a du refroidissement aussi, exactement, mais c'est pas le même. Donc oui, là, il y a les coûts qui augmentent. Peut-être moins, en fait, nous, sur les salaires, c'est moins indexé aujourd'hui sur l'inflation. C'est plus indexé aujourd'hui sur les tensions de compétences. On n'en a pas beaucoup et du coup, on a des salaires qui s'envolent. Ce qui est une autre crise du moment. Exactement, qui est une autre crise. Alors, peut-être que la crise qui arrive va nous détendre un petit peu sur le problème des compétences. Okay. Donc, nous, ce qu'on voit quand même chez Numéum, on fait des enquêtes régulières. On est 2500 adhérents chez Numéum, avec des entreprises de toute taille. On a aussi bien de la start-up, la start-up scale-up, la PME, la TPE, l'ETI, le grand groupe. Donc, on a un bon panel en fait, qui représente bien en fait, le secteur de la tech. Et là, ce qu'on voyait, nous, ces dernières années, en fait, pour rappel, pendant la crise sanitaire, c'est moins 5%. Ensuite, il y a l'année suivante, en fait, on fait plus 6%. 2022, année exceptionnelle, on fait plus 7% de croissance sur tout le secteur, plus 6% là encore cette année, en fait. Mais on sent là que ce plus 6%, ça sera une belle année 2023, mais on sent que sur le S2, ça se tend. En fait, sur les croissances. Et on va sortir nos chiffres 2024 là en décembre. Je ne peux pas te les donner parce que je ne les ai pas encore. Je voulais te faire un scoop, mais j'ai essayé de soudoyer en fait, mes équipes, mais non, ils n'ont pas voulu. Ça sera début décembre. Et il y aura un ralentissement, mais ça se restera quand même. On sera encore, enfin, en croissance. On sera à 5 autour de 5% quand même de croissance, je pense. Après, il faut avoir quand même conscience qu'il y a des grosses disparités. On a des très gros acteurs qui tirent de la croissance. C'est sûr qu'aujourd'hui, sur notre panel de start-up, il y a un ralentissement assez fort. On le voit principalement en fait, sur l'emploi. On suit tous les mois en fait, un baromètre sur l'emploi. Depuis le début de l'année, il y a eu à peu près 20 000 emplois créés dans les start-up au niveau français et européen. Là, depuis juin et à octobre, c'est 1600. Tu vois qu'il y a un fort ralentissement. Plus de 10 fois moins. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un indicateur assez intéressant à suivre. Plutôt assez violent, même. Quand assez même. Violent, oui, tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est en croissance, mais que c'est une petite croissance. Et on va y venir, mais gérer la décélération de la croissance, c'est quelque chose qui est compliqué. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que, alors, comme nous, on a un panel très large, on a des très gros qui, du coup, ont des reins un peu plus solides. C'est vrai que c'est aujourd'hui la crise là, et le cumul des crises, entre la crise énergétique, la crise là, de financement pour les startups. C'est vrai que si tu n'as pas les reins solides, en fait, il y a de la casse. On va venir sur des questions de financement et comment on peut régler ça. Ça va être des questions que je vais vous poser. Jean-Louis, toi, tu n'as pas de chambre froide. T'as quoi? T'as que des cerveaux, un peu de serveurs. On a quand même, en tant que SaaS, on a bien sûr des fournisseurs quand même d'infrastructures. Donc, on reste impacté aussi par l'évolution de l'énergie. Donc ça c'est sûr qu'on a quand même aussi des coûts qui augmentent. Après effectivement... Ça tu les sens vraiment? Je veux dire le coût des serveurs Oui, parce qu'on a quand même des très grosses infrastructures, donc c'est quand même significatif. Maintenant effectivement on n'est pas dans la situation de Paul, c'est certain. Je pense sur la partie salaire, ma perception, si tu veux, c'est que la tech a toujours été quand même un peu, enfin depuis pas mal d'années, l'enfant gâté de l'ensemble des industries, avec des rémunérations et des rythmes d'évolution de rémunération qui sont effectivement assez décalés des moyennes nationales. C'était effectivement... Quand on voit les moyennes nationales et puis on remet ça en perspective avec la tech, il y a un gros écart. Les gens qui nous ont rejoints, alors je vais parler pour une expérience personnelle, mais les gens qui rejoignent une structure comme Sociable et pas une structure hyper financée, bien sûr ils cherchent à avoir une bonne rémunération alignée sur le secteur, mais ils vont rechercher aussi d'autres choses. Sinon, justement, ils seraient allés chez les licornes voisines. Ils cherchent aussi des valeurs
et une stabilité face à des situations de crise qu'ils n'auront pas forcément ailleurs. Et effectivement, chez nous, c'est pas parce que la crise est arrivée qu'on a dit on va sortir 20% des effectifs ou 30% des effectifs. Au contraire, on a gardé tout le monde, on continue à embaucher, on est sur un rythme de croissance qui est à peu près de 30% par an, qui n'est pas les 60 ou 80% d'autres structures, mais les gens qui nous ont rejoints, ils cherchent aussi un compromis entre un salaire et aussi une espèce de sécurité d'une structure qui est résiliente. Mais sur la tech, par exemple, tu parles de ces salaires et des licornes et même les licornes, voire surtout les licornes, encore plus les GAFAM et les très grosses boîtes comme ça, en fait, elles ont quand même fait charrette sur charrette. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Donc là, tu mets quand même un flot de personnes chez Meta, chez Google, chez Microsoft, je crois aussi, de potentiellement milliers de personnes, quand tu m'en exerces 1600 créations d'emplois, en face, tu as des milliers de personnes qui se retrouvent sur le marché, donc c'est pas les mêmes, mais la tension, elle s'amoindrit là-dessus quand même, non ? Oui, c'est vrai que la tension s'amoindrit, mais après, on va être aussi cash, quand tu as des vagues de licenciements, c'est pas forcément les meilleurs profils qui sortent en premier. Donc ça veut dire que le marché, il se détend, mais en même temps, la plupart des structures montent leur niveau d'exigence en termes de recrutement, parce que tu sais que tu vas avoir des temps qui sont plus difficiles, et là encore, moi je suis cash, mais on voit aujourd'hui, comme on l'a vu en 2001, des gens qui ne sont pas adaptés aux conditions économiques actuelles, parce qu'ils ont vécu en permanence sous perfusion d'un flot de cash. Et donc, le fait de faire face à une situation économique difficile, le fait il faut retrousser ses manches, et puis effectivement, il n'y a pas 50 personnes pour faire des choses, et on est en mode beaucoup plus compact, beaucoup plus commando. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sortent de ces structures et sont, entre guillemets, inadaptés, comme exactement en 2001, on a connu le même phénomène. Et d'ailleurs, il faut souvent à ces personnes-là 1-2 ans pour atterrir et pour prendre conscience que le monde a changé. On l'a vu en 2001 et on le voit aujourd'hui. Donc les gens qui arrivent sur le marché et qui sont issus de ces plans, notamment des grandes startups qui ont recruté énormément, qui étaient sous perfusion de cash, ils ont du mal aussi des fois à retrouver du travail parce qu'ils ne matchent pas avec les critères d'exigence des structures qui recrutent aujourd'hui. Donc on en parlait, c'est assez paradoxal parce qu'à la fois il y a une détente sur le marché, mais il y a encore pour beaucoup de structures des postes à pourvoir qui n'arrivent pas à être pourvus simplement parce que le niveau d'exigence est élevé. Je ne l'avais pas vu exactement comme ça, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, nous chez Cosa Vostra, je vous racontais un peu qu'on a eu une tendance en tout cas, on avait une tendance à 55, 35, 30% de croissance annuelle. Et c'est sûr que ces derniers temps, en tout cas avec la croissance qui se sont plutôt resserrée un peu ces derniers mois ou cette dernière année, on a dû se séparer de collaborateurs. Alors est-ce que c'était les moins bons? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi des personnes moins adaptées aussi? C'est assez compliqué. Je suis peut-être moins cash que toi. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que... Alors ça a un côté sain aussi pour certaines entreprises parce que ça fait que quand tu es en très forte croissance, tu peux pas regarder ça en fait. Tu as besoin de tout le monde. Tu vas pas regarder si les gens sont adaptés, inadaptés. Tu vas juste garder tout le monde et recruter. Donc il y a des côtés sains, on peut dire ça, dans tout ça finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que le côté sain d'une crise, c'est que ça permet de rappeler aussi que quand on embauche des collaborateurs, il y a une espèce d'engagement mutuel de les accompagner aussi, y compris dans des moments de crise. Okay, et pas simplement de dire désolé les gars, c'est la crise. D'ailleurs, on n'a pas été très regardant sur le recrutement et donc on va ressortir. Je pense que à partir du moment où on se dit ok, on part ensemble et même si c'est dur, on va rester ensemble.
effectivement, pour qu'on puisse rester ensemble, ça veut dire que il faut que vous puissiez nous accompagner dans ces moments difficiles. Et c'est pour ça aussi que on a des niveaux d'exigence de recrutement qui sont élevés. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un côté un petit peu sain aussi dans ces périodes. Ça, tu le ressens chez tes clients Oui. Alors en fait, je comprends parfaitement et je suis complètement d'accord. En fait, sur la rationalisation aussi des organisations, nous, ce qu'on a beaucoup vu dans la tech, c'est il y a eu un moment où tout le monde s'est emballé sur des profils parfois qui étaient complètement surdimensionnés pour certaines entreprises et où il n'y avait aucune logique de rentabilité à long terme. Et donc finalement, quand à un moment, ces entreprises ont dû se reposer la question de comment rentabiliser le tout, est-ce que c'est le bon profil, est-ce que je ne l'ai pas surpayé, comment est-ce que je vais faire maintenant pour dégager de la marge, forcément, à un moment, on voit qu'il y a des profils qui sont inadaptés, qui sont parfois trop chers par rapport à ce que l'entreprise peut se payer par rapport à son business model. Donc la tech s'est posé ces questions-là, forcément parce qu'ils ont été touchés bien avant les autres secteurs et se posent déjà les questions depuis un certain temps. Moi, l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que en fait, pas que dans la tech, toi. Non, on est sur l'ensemble des secteurs. En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant sur ces dernières années, c'est que en fait, tous les repères ont changé. Avant, on avait des crises tous les 10 ans. On avait des repères très clairs. Nous, quand on fait du recrutement, on sait que quand tu as un taux de croissance de plus de 1,5% sur un marché, tu fais de la création d'emplois. Aujourd'hui, on est à moins d'1%, on fait de la création d'emplois. On a un taux de chômage qui est très bas. Et néanmoins, on a l'impression que tous les 6 mois, il y a une nouvelle crise, quoi. En fait, on s'en sort pas. Et donc, moi, je trouve qu'on est rentré en fait dans un monde qui est beaucoup plus incertain. D'ailleurs, il y a des mots anglais, le VUCA word, qui est la volatilité, le côté très incertain, l'ambiguïté, etc. Et donc, aujourd'hui, typiquement, les dirigeants qu'on doit recruter, c'est plus du tout les mêmes dirigeants. En fait, ils doivent être capables de naviguer avec d'autres codes, avec d'autres façons de décider, qui ne sont plus les façons de décider du passé, dans des économies, des marchés qui sont hyper incertains. Alors, qu'est-ce qu'on cherche chez ces personnes ? C'est quoi le bon capitaine ? Alors, vraiment, les grands critères, c'est déjà des personnes qui sont capables de décider dans le flou. C'est une capacité que tout le monde n'a pas. Il y en a certains qui vont se raccrocher à un certain nombre de modèles et d'autres qui vont être capables finalement de rester très calmes et de pouvoir analyser des situations très floues et de pouvoir quand même prendre des décisions et d'avoir un cap. Alors, pas forcément à l'instinct, c'est-à-dire qu'ils vont quand même se raccrocher à certains paramètres. Ils vont très bien s'entourer. Généralement, ils sont un bon DAF. Ils peuvent très bien vraiment ils peuvent sentir aussi des nouveautés. De sentir, et puis ils ont des réseaux, ils sont souvent en réseau avec d'autres dirigeants pour pouvoir se parler, pour pouvoir finalement anticiper un certain nombre de choses. Et puis le fait de faire du collectif, de prendre des décisions collectives, de ne pas être tout seul à décider. Et donc vraiment on cherche des compétences qui sont très différentes par rapport à il y a 10 ans simplement. Il y a une notion de courage dans tout ça qui doit être forte. Ah ben oui, il y a du courage. Sur le Covid, on l'a bien vu. Le courage qu'il fallait aussi pour prendre des décisions qui pouvaient être très dures, où on ne savait pas très bien où on allait. Et oui, le courage managérial, plus que jamais. Tu es d'accord avec tout ça ? Alors oui, complètement. Le courage, de toute façon, je pense que pour entreprendre, il faut être assez courageux. Il faut se mettre toujours en bascule avant. Donc, ce qui était intéressant là que tu disais, en fait, c'est que finalement, les crises, il y a quelque chose de bon dans les crises. C'est vrai que je pense qu'il y a, si tu arrives à survivre à ta crise, là, et ben en fait, c'est vrai que c'est assez formateur. Ça t'oblige à te reposer des questions sur les fondamentaux en fait de ton business model. Et je pense que c'est quelque chose d'assez sain, finalement, de se poser des questions. Là, tu parlais en fait sur les ressources. Finalement, à un moment donné, conserver les ressources qui sont les plus adaptées à ton modèle économique. Mais ça va être aussi de te poser des questions en fait sur ton modèle en tant que tel, sur tes clients. Les clients sur lesquels ils vont t'accompagner. Par exemple, on voit, nous, dans nos secteurs, qu'on a des modèles économiques où il y a certains acteurs qui sont vraiment sur des modèles très récurrents, c'est ton cas, d'autres qui sont très volatiles. Donc ça t'oblige, moi, par exemple, sur mes premières sociétés, j'avais des modèles qui étaient un peu plus volatiles. Après les crises, je me suis forcée à aller chercher plus de récurrence pour être plus résilient. Je voudrais justement venir parce que les recettes de tout ça, comment on y arrive au-delà des profils. Parce que si tu post-rationalises tout ça, c'est assez simple. Tu as des charges et des revenus. Et puis, en temps de crise,
À un moment, tes revenus grossissent. Donc ça, c'est avant la crise. Voilà. Puis là, à un moment, tout ça se resserre. Puis tu as tes charges qui augmentent. Donc on a un peu le double effet. Mais donc déjà, du côté charge, on va venir du côté revenu après. Mais comment on fait? Ça veut dire que typiquement, faut plus augmenter tout le monde sur les RH. Il faut tout négocier comme un chien de la casse sur les achats. Paul, je sais pas. Enfin, dans quelle position on doit se mettre déjà sur le côté des charges? C'est tout verrouillé? Déjà, il faut avoir une vision. Je vois pas mal de dirigeants qui ne voient pas leur compte en banque le matin, les prélèvements qui passent. C'est quelque chose que j'ai investi en start-up comme toi depuis un moment. Je vois ça très souvent. C'est-à-dire qu'ils ne regardent plus leur compte en banque, ils ne savent pas ce qui est prélevé. Déjà, en fait, pour redresser une situation, il faut... Je dis pas ça parce que tu es chez Conto, mais en effet, il y a des endroits chez qui c'est plus simple que chez d'autres. Tu peux le brancher sur Slack. C'est vrai. Tout regarder et tout challenger. Est-ce que ça, c'est utile? Est-ce que ça, c'est... et par combien de personnes? Tu vois, parfois, il y a des logiciels SaaS que tu vas payer des milliers d'euros qui sont utilisés par une personne de la société. Donc, en fait, il y a son coût de salaire et en plus, il faut un logiciel que pour lui. Voilà. Donc, mais c'est ce que je dis, tu peux le voir dans au moins 50 boîtes tout de suite, quoi. Voilà. Donc, voir une vision financière de tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et ensuite, il faut être froid et il faut prendre des décisions qui parfois font mal, se séparer d'un collaborateur qu'on aime bien. Mais c'est encore un investissement pour un nouveau projet. Et en tout cas, il faut essayer de se mettre dans une situation qui est, j'ai des clients, qu'est-ce qu'aiment mes clients et qu'est-ce qu'il faut juste pour servir ces clients-là. Et tout le reste, il faut savoir le mettre de côté et prendre des décisions froides. Ça, on l'a fait en 2017 quand on a rasé la faillite. On était passé de 46 personnes à 11 personnes. Voilà. Évidemment... On a travaillé, on est retourné sur le terrain, mais on a vu qu'à partir de ce moment-là, on avait une meilleure visibilité sur nos coûts, on a revu de la croissance, on était rapproché de nos clients. Donc forcément, dans des crises, parfois, il y a aussi des bonnes choses. Mais en tout cas, il faut avoir une vision financière de ce qui se passe dans l'entreprise, et être très froid, et essayer de se concentrer sur ce qui est vraiment le plus important pour les clients qui payent. Voilà, je dis bien qui payent. T'as des clients qui payent pas, toi? Tu vois, comment on fait pour pas payer sur je vais te donner deux exemples de boîtes qui sont parties en liquidation cet été, qui ont dépensé plus de 150 millions d'euros. Getir et Gorillaz, qui étaient mes concurrents, ils ont dépensé en France, en 2 ans, chacun entre 150 et 200 millions d'euros. Ils sont partis en liquidation. Parce que pas de vision sur les coûts, ils dépensaient pour dépenser, ils ne savaient même plus ce qu'ils gagnaient, et à un moment donné, je le sais, il y avait des clients, Gorillaz et Getir, qui ne payaient même pas leurs commandes, que du couponing, tu vois. Donc il y a des gens qui ils avaient acheté des clients avec de la pub en ligne et de la pub qu'on voyait partout. Ils achetaient des clients parfois des centaines d'euros, mais ces clients-là ne payaient pas. C'est important aussi. Mais ça, dans la tech, dans le SaaS, etc., ouais. Avec tous les couponings, etc., faire attention, connaître son persona et se concentrer sur les clients qui sont rentables. C'est comme une agence. Hein. Il y a déjà un petit truc, c'est de se dire déjà, au moins se recentrer sur les clients. Parce que là, tu touches un truc qui est intéressant. Je lisais encore hier ou avant-hier que les coûts d'acquisition de clients chez Meta et Google avaient augmenté de 50% en un an. Parce qu'ils me disaient que les années d'avant, c'était 20 ou 30%, là, c'est 50%. En fait, toi, dans des modèles comme le tien, ça ne tient pas. Donc je sais pas, il faut se concentrer sur les clients qui rapportent de l'argent. On reprend Frishti, il y a des milliers de commandes par jour. Il y a des clients, malheureusement, qui ne sont pas rentables. Et il faut prendre des décisions. On a un minimum de commandes de 40 € sur la belle vie, pendant tout le reste de nos concurrents était à 0. Est-ce que c'est rentable et viable de faire ça? Et typiquement, Frishti, tu as arrêté la livraison repas midi dans l'heure ou dans la livraison très rapide en 20 minutes n'existe pas, en fait. C'est une utopie. Enfin, il y a plein de gens que je vais décevoir ici, mais ça n'existe plus. Faut arrêter. En fait, quand vous faites ça, dites-vous que vous êtes en train de nourrir un système qui ne fonctionnera pas et parfois exploiter quelqu'un. Je vous le dis. Et à un moment donné, il y a un perdant dans l'histoire. Voilà. Et parfois, c'est tout le monde qui perd. Comment on économise? Est-ce que vous avez des techniques? Est-ce que vous économisez ou vous n'êtes pas du tout là-dedans ou...
les gros postes de coûts, Non, mais ce que les je peux bureaux. dire, je rejoins complètement Paul. Je pense qu'il en fait, il faut de la rigueur, du pragmatisme. Il faut tout regarder, même sur la partie recouvrement, il faut être intraitable sur le recouvrement. Il faut vraiment être froid, il faut vraiment laisser l'émotion de côté. Et en fait, il y a vraiment de la rigueur et du pragmatisme. Et c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de dirigeants qui n'ont pas cette rigueur-là et qui laissent passer plein de choses. Et donc, parfois, il n'y a pas besoin d'aller secouer son fournisseur. Parfois, il faut juste déjà s'assurer qu'on a effectivement des coûts qui sont raisonnables, qu'on utilise ce qu'on a acheté. Voilà, tordre le bras des fournisseurs, moi, j'ai jamais pensé que c'était une bonne solution. Il faut que, en fait, les fournisseurs, c'est des partenaires. Hein, donc, à un moment, il faut des partenaires forts hein, quand on travaille. Et avec nos clients, en fait, avec les clients, j'ai la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, quand nous, on vend une prestation, on ne la brade pas parce qu'il faut aussi qu'on soit fort et il faut que ça soit un partenariat et pas simplement, on n'est pas fournisseur. Donc, voilà. On revient aux clients de qualité. Exactement. Enfin, à un moment donné, on est dans un écosystème où il y a de la prestation. Il faut un écosystème où tout le monde soit d'accord. Exactement. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, que ce soit le fournisseur ou le client, il doit sortir de cet écosystème et il trouvera un autre écosystème où il se plaira. Voilà. Retourne chez Auchan faire tes courses, quoi. C'est ça. Pousse ton caddie. Pousse ton caddie. Le samedi matin. Je ne suis pas prêt. Hein. C'est pour ça que je suis toujours client La Belle Vie. Vous avez des quick wins ou des choses comme ça du côté ou pas en fait, moi, la question qui va venir après, pardon, mais c'est que quand je me mets moi du côté fournisseur, et moi je te rejoins évidemment, mais j'ai pas mal de clients qui sont comme ça et qui nous considèrent comme des partenaires et c'est très bien. Mais quand même, quand j'arrive et que je leur dis bon, cette année les prix, parce que j'essaye de défendre mes marges, tu vois, comme j'ai plein de choses qui augmentent partout, on va augmenter. Même quand j'ai un avocat qui me dit je passe de 250 à 350 euros de l'heure, tu le regardes, tu dis bah non en fait, tu vois, c'est passé. Et puis bon, comme il bille bien chez toi, tu dis bah non, c'est pas possible, et puis bon, tu négocies, mais c'est compliqué, tu vois. Donc vous avez des quick wins, des endroits où on peut gagner facilement ou... Peut-être juste pour terminer, c'est vrai que nous, notre configuration elle est un peu différente parce que on pourrait pas se développer si by design, on n'avait pas cette culture de la rigueur et des chiffres. Quand on est en autofinancement, on est obligé de le faire. Et on revient un petit peu aussi aux collaborateurs, hein, aux people. C'est à la fois, bien sûr, des outils pour monitorer, pour surveiller, que ce soit du côté des achats ou du côté des rentrées, mais c'est aussi un mindset des gens qui travaillent dans la structure. C'est-à-dire que si les gens chez toi ont naturellement une logique de dire on va optimiser, ça aide énormément. Alors, si tu as des outils, mais qu'en fait, à chaque fois, les gens te disent bah oui, mais ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes, il faut qu'on achète à droite, à gauche, etc. C'est difficile. Tu vis dans un monde de frustration où les gens ont l'impression que tu ne leur as pas donné les moyens. On revient à cette nécessité d'avoir des collaborateurs qui sont alignés avec cette culture de la vigilance. Parce que l'outillage ne suffit pas. Et le risque, c'est que tu es une espèce de braquage des collaborateurs d'entreprise qui disent non, on ne va pas y arriver, on ne sait pas comment faire avec ce mode. Nous, on appelle un peu, qu'on appelle le mode bootstrap, hein, c'est-à-dire essayer à chaque fois de trouver des solutions très optimisées. Et c'est vrai que je pense que là aussi, je rebondis sur ce que disait Paul. Cette période, c'est la fin d'un certain nombre d'acteurs qui vivaient sous perfusion et qui donnaient l'illusion qu'on pouvait faire d'une manière qui n'était pas tenable, en fait. Et le problème, c'est quand des acteurs, par exemple, qui font croire qu'on peut faire de la livraison en 20 minutes, et que toi, tu as une position qui est différente, mais qui est la position rationnelle, c'est très difficile, parce que tout le monde te dit, bah si, regarde, à droite, à gauche, je viens de passer dans le métro, il y a trois affiches de Getir, etc., qui disent qu'on peut le faire. Donc, la crise, là, elle a cet avantage, c'est qu'elle ramène tout le monde à une espèce de rationalité qui fait qu'en interne, c'est plus simple de l'expliquer. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des gens qui sont déjà habitués à cette exigence pour des gens qui découvrent ça. Et effectivement, sur les achats,
on l'a vu dans le monde des startups, tu évoquais le SaaS. En fait, tu as plein de startups qui elles-mêmes achetaient du SaaS d'autres startups avec la bénédiction des fonds, parce que finalement, le système s'auto-entretient, on génère du chiffre d'affaires entre startups. On l'a connu en 2001, où tu avais un système un peu en vase clos. C'est incroyable quand vous avez des grandes conférences aux États-Unis, type SaaSter, etc. En fait, tous les sponsors sont des boîtes SaaS qui vendent du SaaS à des boîtes SaaS. On a l'impression que le système tourne en rond, en fait, financé par les fonds. Avec beaucoup de croissance, donc c'est bien. Ouais. Donc voilà, et donc là maintenant il y a une phase de rationalisation où effectivement même les startups se disent en fait il y a des tas de services qu'on a pris, est-ce que c'était vraiment indispensable, est-ce qu'on ne peut pas rationaliser un petit peu, donc il y a cet écrémage-là qui paradoxalement contribue aussi à rendre la situation difficile pour cet écosystème qui vivait aussi du fait que des startups achetaient tous leurs services. Parce que techniquement, c'est ça. Un des quick wins que tu me donnes, c'est quand même regarder. Moi, j'aime beaucoup ça. Avant, je le faisais aussi dans les factures. Moi, je le fais encore d'ailleurs de temps en temps quand j'ai du courrier qui arrive au bureau. Normalement, c'est pas moi qui l'ouvre. Puis une fois de temps en temps, il arrive et les gens sont pas là. Et puis j'en ouvre un peu au hasard. Et puis tu vois des relances, tu vois des trucs que tu dis mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire en fait. Et c'est vrai que c'est toujours assez bien de remettre le nez dans ces choses-là. Mais typiquement, toi, tu pourrais être victime de ça. Alors je te le souhaite pas, mais c'est Sociable qui est déployé chez La Belle Vie. Et puis Paul se rend compte qu'il y a 2 utilisateurs sur 500 qui payent, par exemple. Oui, c'est vrai. Alors nous, on a la chance de travailler avec des grands comptes. Donc quand ils déploient sur quoi, ça 50 000 ou 100 000 collaborateurs... Mal, hein. Ils ne regardent pas s'ils les utilisent. Non, mais s'ils l'ont pris, c'est que c'était stratégique pour eux. Tu ne fais pas un investissement qui va être de plusieurs centaines de milliers d'euros par an au hasard. Quand tu vends un SaaS de quelques centaines d'euros, quelques cas, effectivement, tu vas être moins exigeant. Quand tu fais un investissement qui est structurant, tu t'engages pour 3 ans, 5 ans, avec 500 cas par an ou 1 million par an, tu vas le faire avec beaucoup plus de rigueur. Il y a moins de surprises. Donc, on a cet avantage-là. Ouais, peut-être pour compléter, en fait, là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais peut-être pour un peu prêcher pour Numéum, et je trouve que moi ça m'a été utile en fait dans ma vie d'entrepreneur. Le fait d'être dans une organisation professionnelle, ça permet quand même d'échanger entre pairs sur les difficultés. Et ça, c'est toujours d'abord rassurant, à un moment donné, de partager les difficultés. Et puis, il y a plein de services qui sont délivrés en cas de difficulté. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Louis, quand tu lui demandais pourquoi il était chez Numéum, certaines choses qu'il n'utilisait pas et d'autres, mais tu disais notamment parce que j'ai accès à des prix qui sont négociés pour tous les acteurs. Exactement, il y a un catalogue de services où tu as, en fait, sur des assurances, tu as accès à du social, tu as accès à des services de fiscalité, du juridique, donc qui t'aident en fait dans des phases de développement. Fais gaffe, je vais te demander un code promo. Hein, mais c'est envisageable. Donc à la fois en phase de développement et aussi en phase de repli. Dans les 2 cas, c'est toujours utile d'être dans une communauté d'acteurs qui vivent finalement un peu la même vie que toi, de partager en fait ce que tu vis, c'est toujours très intéressant. Donc il y a le catalogue de services chez Numéum, à mon avis, qui est très intéressant pour les petits acteurs. Et puis il y a un job qui est important chez Numéum, c'est qu'on est clair sur le marché. Et donc, dans les études, on donne plein d'informations sur... on enquête auprès de clients, savoir en fait qu'est-ce qu'ils consomment, la façon dont ils consomment. Donc, ça donne des clés quand même pour les entrepreneurs de savoir si le secteur public est plutôt en croissance, le secteur de l'industrie, l'agroalimentaire. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, je trouve qu'un élément assez stratégique, c'est toujours... inviter nos adhérents à se mettre quand même à innover, continuer en fait à avoir une démarche positive sur l'avenir. Et ça, on les éclaire. Par exemple, le gros buzz actuellement, c'est sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un gros levier de productivité. Ça permet en fait de pouvoir réduire aussi des coûts. Hein. Et on invite par exemple notamment nos éditeurs aujourd'hui à énormément regarder en fait ces technologies, voir comment ils peuvent les intégrer dans leurs solutions, à la fois comme un élément de différenciation, intégrer de nouvelles features en fait au produit,
ou tout bonnement l'utiliser en interne pour gagner en productivité. Et en contexte de crise, c'est quand même assez intéressant d'avoir des solutions pour permettre des gains de productivité. Donc je trouve que quand on est en phase de crise, on a souvent, et tu en parlais là, on est plutôt dans une logique de repli. Comment je fais en fait pour... Alors oui, il faut, je dirais, revenir sur des bons fondamentaux, il faut être rigoureux. Et puis il faut avoir aussi, je pense, le courage de se mettre en bascule avant pour continuer à innover, parce qu'il y aurait une après-crise et il faut toujours essayer d'être dans une longueur d'avance. Et c'est là où je voulais en venir. Je pourrais passer 2 heures encore sur les coûts, mais on n'a pas ce temps-là. Sur la vente, en fait. Alors, c'est aussi la crise, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les cycles se rallongent. C'est difficile d'augmenter les prix. Alors, il y en a qui arrivent plus facilement. Je ne suis pas désabonné de Spotify malgré. Évidemment, nos clients, en fait, ils vivent la même crise. Donc, en fait, il y a un ralentissement sur les nouveaux projets. Donc c'est sûr qu'il faut s'adapter, les cycles de vente sont beaucoup plus longs. Tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est hyper important dans ce genre de situation. Il faut se concentrer sur le business, il faut se concentrer sur les clients. Donc qu'est-ce qu'ils recherchent? Et il faut à un moment donné avoir un modèle qui est assez agile pour pouvoir venir se mapper sur le besoin client. Donc nous, on voit par exemple que nos clients, aujourd'hui, ils vont chercher à faire des économies en fait sur leurs infrastructures. Donc on va les accompagner en fait pour voir comment ils peuvent faire des économies en passant par exemple dans le cloud, en optimisant leur consommation dans le cloud. Ils sont plus dans une logique de recherche d'économie plus que dans une logique de fort investissement, ça c'est sûr. Donc il faut être agile par rapport à ça. Mais comment on fait pour justement augmenter? Alors soit on se replie, soit on essaie de se maintenir, mais on a l'impression, puisque c'est plus long, tu dois aussi vendre, toi, des prestations, j'imagine, mais de recruter, c'est plus long. Le cycle de vente, tu me le disais tout à l'heure, est plus long. Donc c'est plus long, ça veut dire plus coûteux, en fait. Il faut plus de commerciaux, il faut réduire. Comment on fait? Alors moi, je rejoins aussi Paul sur le fait que ça demande beaucoup plus de vigilance sur la nature des clients qu'on va prospecter. Effectivement, c'est toujours intéressant de se dire, OK, on refait une segmentation des clients. Quels sont les clients qui sont pas rentables? Un client pas rentable, c'est pas forcément... ça peut être un client qui ne paye pas, mais ça peut être par exemple un client qui a un coût d'acquisition beaucoup trop élevé par rapport aux revenus qu'il va générer dans la durée. Et ça, au fil des années, on a quand même une capacité à identifier des personas et se dire, OK, sur ces périodes de crise, on va déjà absolument pas, déjà qui coûtait cher en coût d'acquisition, mais forcément, en termes de crise, le cycle de décision va être plus lent, donc il va coûter encore plus cher. Donc il faut éliminer de la prospection ces clients pour se concentrer sur ceux qui, par exemple dans le cas du B2B, eux-mêmes voient la crise comme une opportunité. Et en fait, c'est toujours le cas. Il y a des secteurs, des fois des régions, des secteurs ou des entreprises spécifiques. T'en as en tête, là ? J'en ai en tête, disons que on a, notamment durant la période du Covid, les opérateurs logistiques ont très bien fonctionné. Donc, ils ont beaucoup de cash et c'est une opportunité pour eux, par rapport à des opérateurs qui sont en difficulté, d'étendre leur chaîne de valeur, soit horizontalement, soit verticalement. Dans le secteur de l'énergie, on sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui, entre guillemets, ont bénéficié, consciemment ou pas, de la situation, donc sont très dynamiques. Donc, pour chacun, je pense, on doit se regarder, se dire, OK, par rapport à mon offre de service, quelles sont les industries ou les clients au sein de ces industries qui ont une dynamique très forte, et j'ai davantage mettre d'énergie sur eux et écarter les autres. Alors qu'effectivement, quand tout va bien, on est moins regardant sur les clients sur lesquels on se concentre. D'accord, donc on va plus chez Total et chez CMA-CGM que dans quel secteur d'ailleurs, très en crise, je ne sais pas. Non, mais après, sur la partie service, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Le premier, donc là, nous, on fait du recrutement, donc c'est du service. Tu recrutes toujours des sales, toi, c'est des consultants. Oui, en fait, les consultants qui recrutent chez nous font également la partie commerciale.
Donc du coup, on a vraiment des personnes qui sont en face du client et qui doivent finalement faire en sorte de vendre au même prix ou au-delà. La première chose, c'est que les gens expérimentés marchent très très bien dans ce genre de marché qui est plus difficile. Tout simplement parce que ils ont une certaine facilité aussi à expliquer aux clients la réalité. Donc de dire pourquoi à un moment le prix doit augmenter ou pourquoi le prix ne bouge pas. Donc ils assument et puis en fait ils expliquent, ils sont hyper transparents. À un moment il ne faut pas avoir honte en fait d'expliquer la situation et de dire bah voilà moi je passe tant de jours, tant de semaines, tant d'heures. C'est plus compliqué de recruter sur ce marché-là qu'il y a 10 ans et donc d'être très très transparent vis-à-vis de nos clients. Et après la deuxième chose c'est augmenter la qualité. Et de bien étudier ce que le client demande, en fait, la satisfaction du client, ce que le client demande, augmenter la qualité. Plus tu augmentes la qualité, plus tu es proche du client, et plus finalement c'est plus simple d'aller augmenter tes prix. Et, donc le service, moi je trouve qu'on est vraiment là-dedans, dans ce phénomène-là pour la vente. Donc on écoute, on se concentre sur les bons clients qui payent. On stabilise. On stabilise. On essaye d'expliquer au maximum. On explique, oui. On va quand même chercher du newbies. Ah oui. Oui, on va chercher on n'a pas le choix. Il faut aller chercher je pense que toutes les entreprises sont pareilles. Il faut aller chercher du nouveau business. Il ne faut jamais s'arrêter, en fait. Mais il faut fidéliser ceux qui sont là depuis des années, avec lesquels il y a une relation de confiance. On peut tout leur expliquer. Donc, il faut faire les deux. Donc l'objectif, c'est pas juste tenir, quoi. Ah non. Il faut innover aussi. Moi, j'insiste sur ça. Je trouve que il faut continuer. Tu parlais d'IA tout à l'heure. En effet, ouais. là, il y a des choses à jouer. Et pas le logique uniquement d'une technologie innovante qui permettrait de réduire des coûts. Il faut innover pour garder des facteurs de différenciation sur son marché. Ça, je pense que ça reste majeur et ça nécessite plus d'agilité. Il faut se casser un peu plus la tête pour innover à moindre coût, mais il faut continuer à innover. Tu as des exemples d'innovation intéressantes chez Numéum ou dans tes boîtes Clairement, dans ces périodes de crise. Là, vraiment, le gros sujet, c'est autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que ça bouleverse vraiment en fait notre secteur. Ça bouleverse au niveau des développeurs qui vont intégrer en fait cette intelligence qui vont leur permettre en fait de développer plus vite, plus rapidement, d'avoir accès à des features qui vont augmenter la productivité. L'IA permet aujourd'hui de proposer des fonctionnalités aux end-users qui sont quand même assez intéressantes. Donc, il y a quand même un levier potentiel autour de l'intelligence artificielle qui est vraiment très intéressant et qui est à exploiter. Ça, c'est ce qu'on invite tous nos membres à regarder. On fait énormément de webinaires pour les sensibiliser. Évidemment, au sein de nos membres, on a des experts. Ces experts se mettent aujourd'hui à disposition en fait, pour bien expliquer aux autres acteurs comment utiliser cette technologie. Parce que c'est vrai que l'innovation, c'est un peu abstrait en fait. Finalement, je veux dire, c'est que ça passe aussi, je reviens sur ce que tu disais sur Paul, je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, mais finalement, regarder tous les matins les comptes en banque, l'innovation, elle passe par nous, en fait, aussi. Elle passe vraiment par les dirigeants, c'est-à-dire être capable d'appréhender, de comprendre, de tester au quotidien toutes ces choses-là, parce qu'on ne peut pas attendre qu'on innove, tu vois. On ne peut pas attendre, on est les moteurs de l'entreprise. Sur tous tes sujets, tout au long de la journée, tu es le moteur. Donc on ne peut pas attendre d'optimiser les coûts, et quand je parlais de stabilisation, et comment on obtient aussi, comment on fait pour saisir les opportunités de marché, c'est déjà que tu dois avoir une société qui est stable. Donc tu ne dois pas tout le temps regarder les comptes en banque tous les matins. Tu le fais au début, tu optimises. Dès que c'est stable, tu vas aller chercher de la croissance, chercher des opportunités de marché. Et la crise fait qu'il y a des opportunités de marché. Aujourd'hui, il y a une boîte de food qui fait faillite toutes les semaines. Donc on regarde. Voilà. Est-ce que c'est intéressant pour nous? Et c'est des situations de croissance externe qui sont très très fortes. Voilà. Et ça a été vu dans n'importe quel moment de crise. Quand tu as une crise immobilière, si tu as du cash, tu vas acheter encore plus d'appartements. Voilà. Les crises sont des opportunités, mais il faut avoir une situation personnelle dans l'entreprise qui soit hyper stable. C'est pour ça que nous, en tant que moteur entreprise, on doit apporter de la vélocité, mais aussi beaucoup de stabilité.
Et avoir du cash, c'est bien joli, mais si on n'en a pas... Il faut en chercher. À un moment donné, un business qui ne génère pas de cash, c'est un business problématique, c'est pas un business. Mais on en parlait, hein, c'est vrai, hier on en parlait avec Augustin qui est là, de chez OVNI, et avec notre associé Arnaud. Il y a des solutions. Hein. Alors, pour avoir du cash, c'est possible d'en avoir, toujours. C'est ce qu'on disait. En revanche, il faut être rentable et sain, entre guillemets. Hein. C'est quand même, parce qu'il me parlait d'obligations convertibles, donc vraiment des prêts avec des taux. Ça se fait aujourd'hui, c'est une réalité hein, dans plein de business. Vous avez des moyens de trouver du cash, sinon d'autres, vous avez des idées? Je pense que effectivement, c'est un gros sujet. C'est-à-dire quand tu arrives en période de crise et que tu n'as pas de cash, c'est compliqué. Parce qu'en fait, le cash, il faut constituer cette réserve nécessaire pendant la période où ça va bien. Et c'est justement ce choix qui est souvent difficile de faire des arbitrages en disant « Ok, je pourrais aller chercher peut-être plus de croissance, mais en fait, je limite la croissance pour constituer des réserves de guerre, parce que c'est une situation où l'entreprise doit pouvoir faire face à des défauts de paiement de clients, etc., et où il faut pouvoir activer du cash. Il faut aussi des fonds propres élevés, plus que du cash, des fonds propres, parce que les fonds propres élevés permettent d'emprunter. Hein, on l'oublie, mais en fait, les banques peuvent être un partenaire très fort des entreprises. Il n'y a pas que les fonds, les banques, mais pour pouvoir emprunter, il faut constituer des fonds propres solides. Explique les fonds propres ou réexplique. Parce que la plupart du temps, et ça rejoint aussi d'ailleurs les aides de l'État, etc., souvent on va prêter en regardant les fonds propres qui sont disponibles. Et si les fonds propres sont trop faibles, alors c'est toujours un peu cet adage, on ne prête qu'aux riches, mais la réalité c'est que quand on a du cash, c'est souvent intéressant d'aller emprunter du cash en plus, dans une période où tout va bien, parce que quand tout va mal, personne ne veut prêter de cash. Donc quand ça va bien, quand on a du cash, en fait, ça vaut le coup d'aller emprunter du cash additionnel, même s'il y a un taux. Ça permet de renforcer ses positions et d'être, comme le disait Paul, sur un retournement de marché potentiellement très agressif en termes de croissance externe ou de développement. On va prendre quelques questions, parce que je suis déjà méga à la bourre, hein, c'est de ma faute. Mais est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Merci beaucoup pour ces échanges, c'est super intéressant. Je voulais revenir sur la partie où vous avez parlé des talents et de l'inadéquation des talents à la période actuelle. Et c'est vrai que alors j'ai une boîte de recrutement, ça m'arrive encore aujourd'hui de voir des développeurs confirmés demander des salaires de 100K, 120K. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur expliquer qu'on n'est plus en 2021 ? Alors c'est vrai que le point que vous évoquez est important. Quand on parle d'inadéquation, ça peut être soit un sujet de compétences, mais c'est souvent effectivement un sujet d'attente de rémunération ou de conditions, etc., qui ne sont plus celles du marché actuel. Et effectivement, c'est l'une des raisons aussi pour que les grandes organisations type Meta, etc., ont sorti du monde. C'est que en fait, les rémunérations étaient extrêmement élevées. Et pourquoi elles étaient extrêmement élevées ? Parce qu'il fallait recruter rapidement. Et le curseur d'ajustement, c'était la rémunération. Si on voulait recruter plus rapidement, de toute façon, comme le cash n'était pas un souci, il suffisait juste de monter les rémunérations. Et cette position-là, elle est intenable au bout d'un moment, parce qu'on ne peut pas baisser les salaires, même si des fois on se dirait, même si le collaborateur serait d'accord en disant c'est vrai, j'étais trop payé par rapport à... Mais en fait, la réalité, c'est que je préférais rester plutôt que d'être licencié. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on revient à ce sujet de quand on embauche quelqu'un, quand on lui donne une rémunération, c'est aussi pour son bien que cette rémunération, elle soit ajustée par rapport à une réalité de marché. Parce que s'il est décalé par rapport au marché, quelque part, on le condamne finalement à une sortie telle que l'on fait ces structures. Et pour ces gens qui sont décalés par rapport au marché, et je pense que je l'ai vécu encore plus en 2001 qu'aujourd'hui, et la réponse, malheureusement, elle n'est pas très optimiste, mais il faut du temps pour que ces personnes se réadaptent
Ils disent en fait, je comprends que la situation que j'ai vécue pendant des ans, pendant plusieurs années, était décalée par rapport à la réalité actuelle. Oui, tu dois avoir aussi un besoin de réponse. Oui, Mais oui, sinon, oui. il faut. Moi, j'en ai une. Hein, c'est la même que toi, mais fais de l'IA. Hein, puis là, tu vas pouvoir demander beaucoup plus. Mais Non, mais il faut leur dire la vérité. Quand à un moment les salaires se sont envolés et qu'ils ne les valent pas, en fait, à un moment, il faut le dire. Hein, que, par rapport au marché, à dire là, c'est complètement en inadéquation par rapport au marché. En plus, dans la tech, il y en a beaucoup qui sont freelance. Un freelance, il baisse son taux. Hein. Quand à un moment, il ne trouve pas de mission, il baisse son taux. Donc, en fait, c'est assez facile sur cette population de leur dire voilà, tu n'arrives pas à trouver un poste en CDI, mets-toi en freelance et peut-être que tu arriveras à avoir le même niveau de vie que ce que tu avais. Et si ça ne marche pas, bah, il faut baisser, quoi. Comme n'importe quel freelance. c'était pas gentil, la réduction des coûts. J'ai entendu. Non, je pense que c'était surtout une responsabilité sociétale chez Conto de savoir que le soir, on éteint la lumière, on la laisse pas allumer toute la nuit. Bravo. À 20h. À 20h. Pile. Là, c'était bim pour me dire que je suis en retard encore. Pas du tout. Vous avez d'autres questions ? Merci beaucoup. Moi, j'ai une question qui va peut-être être plus pour Paul, mais tout le monde peut intervenir. C'est aussi sur la politique de prix. Tu parlais tout à l'heure des marques de MDD qui potentiellement, du coup, avaient plus d'intérêt. Moi, j'ai l'impression que ce qui souffre, en tout cas, ce que je constate aujourd'hui dans le monde un peu des NVB, c'est le milieu de gamme qui est en fait perdu entre des marges qui ne sont pas folles, des prix qui ne sont pas excellents, enfin qui n'attirent pas le client parce que en fait ils sont un peu trop hauts, et un positionnement qui n'est pas suffisamment luxe et donc un peu perdu entre les deux. Là-dessus, toi, comment tu le vois, tu vois, sur les marques que tu as sur La Belle Vie? Est-ce que tu vois vraiment que ça se scinde, où tu vas avoir à la fois beaucoup de MDD et beaucoup de marques très premium qui vont fonctionner? Et qu'est-ce qui se passe sur le milieu de gamme? Et voilà. Le milieu de gamme, en général, dans le retail, actuellement, le milieu de gamme n'existe plus. En tout cas, tous ceux qui sont dans le milieu de gamme souffrent. On le voit sur la consommation. Hein. On voit évidemment les marques de retail avec la plus grosse dynamique. Ça va être Action, Stocomanie, Lidl, Leclerc, qui est imbattable actuellement, parce que c'est des sujets prix. Aujourd'hui, une grande majorité de la population est au centime près. Donc on voit que attaquer le prix et attaquer du discount, c'est là où il y a de la croissance aujourd'hui dans le retail. Au milieu, ça n'existe plus, et quand on veut faire beaucoup de marge, on va aller vers de l'ultra-luxe. Voilà. Les sociétés comme la nôtre, on sait qu'on est un peu luxueux aujourd'hui. Mais dans ce luxe-là, c'est de la consommation, les gens font quand même attention. Mais le retail aujourd'hui, c'est du pas cher et de la qualité un peu chère. Tous ceux qui sont au milieu souffrent. Carrefour, Auchan, Casino, eux, ils souffrent parce qu'ils sont au milieu, ils n'ont pas su s'adapter sur l'agressivité d'un Leclerc parce qu'ils ont optimisé tous les coûts, notamment logistiques et aux achats. Et ils n'arrivent pas à aller chasser la clientèle d'en haut parce qu'elle n'est pas assez nombreuse. Et surtout, leur implantation géographique ne permet pas justement d'avoir des paniers qui sont très hauts et très rentables. C'est le cas notamment dans toutes ces chaînes de magasins qui ont déposé le bilan récemment, en fait, qui sont souvent toujours du milieu de gamme, en fait. Toujours du milieu de gamme. Tout ce qui arrive actuellement sur le marché, malheureusement, sur la liquidation, c'est du milieu de gamme. Et les plus grosses croissances, actuellement, c'est le discount. Aujourd'hui, dans le top 10 des gros sites e-commerce, ce mois-ci, c'est Temu et Lidl. C'est incroyable, c'est des sites qui n'existaient pas il y a un an. Voilà. Et Véronique, est-ce que ça peut avoir une contagion, ou est-ce que, en fait, finalement, je pourrais me dire que nous, typiquement, chez Cosa Vostra, on a un positionnement assez haut de gamme, on travaille avec pas mal de clients dans le luxe, etc. On a quand même des Weldom et donc qui vont bien plus sur mais est-ce que finalement, ça polarise pas complètement le marché? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, même dans le service, ceux qui sont en milieu de gamme arrivent à survivre? Alors, nous, on est quand même là, ce que je disais, on est quand même sur des chiffres de croissance là sur 2023.
Et on ne prévoit pas que sur 2024, il y a un énorme décrochage. Néanmoins, ce qu'on se dit là est une vérité. C'est-à-dire là où il n'y a pas énormément de qualité et quand un marché se tend, c'est sûr qu'en fait, c'est ceux qui souffrent le plus. Donc soit en fait, tu es sur vraiment du low cost, soit tu es sur de la qualité. Mais je ne suis pas sûre que nous, on soit exactement aujourd'hui dans de cet agenda-là, en fait. On en rediscutera peut-être dans un an. Oui. J'ai récupéré le micro, merci. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes pratiques. Est-ce que dans vos carrières respectives, lors de crise, vous avez dit adieu à une certaine partie de votre chiffre d'affaires pour vous refocaliser sur la rentabilité ? Avoir ce courage de dire non à un segment de marché non rentable, mais quitte à perdre une partie, même significative, de votre chiffre d'affaires. Oui. Ouais, bien sûr. La belle vie, il y a eu en 2018 50% du chiffre d'affaires qui était en B2B, mais ça demandait énormément de care avec des commerciaux, des key account managers, etc. Et on a tiré un trait sur ce chiffre d'affaires-là et on s'est concentré sur le B2C et la restructuration du B2C parce qu'on sentait que le marché est tiré et on a fait une croix sur 50% de notre chiffre d'affaires à l'époque. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui encore, hein, avec la reprise de Frishti, je fais une croix sur des clients et du chiffre d'affaires. Voilà. Mais c'est une question de focus et de rentabilité. Voilà, on ne peut pas tout faire et il faut vraiment regarder ce qui est bon pour l'entreprise. Et ces clients-là, peut-être qu'on les rattrapera plus tard. Mais là, ce qui est important, c'est d'avoir une entreprise qui est extrêmement stabilisée pour pouvoir aller chasser les opportunités et faire de la croissance par ailleurs. Je compléterais aussi... ça a été notre cas et ça a été mon cas dans mes entreprises antérieures. Je pense que c'est souvent difficile parce qu'il y a souvent dans l'entreprise des gens qui sont très attachés à ses clients et qui vont développer énormément d'arguments tout à fait valables pour dire non, il faut absolument garder ses clients. Donc, prenons un exemple, dans le SaaS, vous avez des clients qui, des fois, churn rapidement, mais qui sont faciles à acquérir. Donc, les commerciaux peuvent dire, non, ils sont super, ces clients, on a des cycles de vente qui sont très courts, mais derrière, on voit qu'en fait, peut-être au bout d'un an, ils vont churner et ils sont pas restés dans la durée. Donc, c'est souvent une décision qui n'est pas consensuelle dans l'ensemble de la structure, de dire on va arrêter tel segment de clients parce qu'au final, il n'est pas rentable. Et donc, ça demande beaucoup de pédagogie et d'explication en interne pour y arriver. Et ça, c'est propre, je pense, pas mal au business bootstrappé, parce qu'en l'occurrence, tu as moins de chiffres, entre guillemets, à montrer quand tu es autofinancé que finalement, dans des business qui vont être très financés, le churn, tu finis par le regarder, mais un peu plus tard, quoi, non, peut-être. Alors, je pense que même aujourd'hui, hein, les fonds surveillent quand même beaucoup le churn. Encore plus maintenant parce que c'est ça qui finalement attaque la rentabilité. Hein. C'est quand tu as une espèce de tonneau des Danaïdes. Voilà. Un tonneau des Danaïdes, tu fais de l'acquisition, mais finalement les clients ils ressortent presque aussi vite qu'ils sont rentrés. Donc à un moment, si tu veux commencer à gagner de l'argent, il faut fermer le tonneau quelque part. Et cette étape-là, voilà, pour qu'elle ne fasse pas de frustration, il faut vraiment beaucoup de pédagogie. Il faut montrer les chiffres, expliquer, et puis les clients en question, il faut les accompagner proprement. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les sortir brutalement en leur disant désolé les amis, va falloir partir parce que voilà, donc soit c'est un churn qui se fait naturellement, une attrition qui se fait naturellement et par contre on arrête l'acquisition de ces nouveaux clients, soit on va proposer un plan de transfert en disant écoutez, en fait ce fournisseur là est probablement plus adapté pour vous, d'ailleurs on a discuté avec vous et on a un plan de transition par exemple. Et dans le service, tu dis pas à des clients sorry, je vais plus bosser avec vous, parce que c'est souvent plus tes consultants qui vont dire naturellement on doit augmenter un peu des prix, etc. Ils vont partir naturellement.
Alors en fait, oui, on a des clients qu'on va perdre au fur et à mesure. On va s'arrêter, Mais après, dans la question qui était de dire, est-ce qu'à un moment on prend des décisions d'arrêter du chiffre d'affaires quelque part, bah oui, en fait, on le fait souvent sur des activités. Alors, je pense que sur les premières années, il faut laisser le temps en fait aux activités de se lancer. Donc à un moment, c'est soit on innove, soit on investit, soit à un moment on rentabilise. Donc il faut se donner du temps pour faire avancer des activités. Parfois, nous, on lance très tôt des activités un peu stratégiques parce qu'on sent que le marché va partir à un moment ou un autre. Et donc, à un moment, on commence à mettre des positions sur certaines activités. Et puis, parfois, on se dit, c'était une fausse bonne idée, quoi. En fait, alors on n'a pas vraiment... typiquement, on est dans un cas sur toute l'activité RSE. Sur les recrutements RSE. Aujourd'hui, sur les recrutements RSE, c'est une activité qui est en train de se développer. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de mobilité interne. Donc le recrutement externe, finalement, est peu avancé. Il y a les cabinets de conseil qui sont en train de recruter en externe, mais très peu, finalement, les différentes entreprises. Et donc, typiquement, on a une activité qui est petite, qu'on entretient, parce qu'on sait qu'à un moment, ça va partir. Et donc, il faut laisser le temps de développer cette activité. Mais voilà, dans ma vie, j'ai eu parfois des activités qui étaient cycliques. Tout d'un coup, ça fait de l'argent, et puis le marché se retourne. En fait, ça en perd énormément. Le marché repart, ça gagne de l'argent. Et puis à un moment, on se dit, si je regarde 10 ans en arrière, je pense que j'en ai perdu. Donc peut-être qu'il faut changer complètement ce business model. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas forcément faire en temps de crise. En fait, il faut faire tout le temps. Il faut tout le temps analyser son activité et la rentabilité. En général, on dit qu'une innovation met 7 ans à être rentable. Voilà. C'est Michel-Édouard Leclerc qui le dit et Gérard Mullier. Les meilleurs. C'est vrai, le Drive a mis... aujourd'hui, le Drive qui fait 9 milliards de chiffre d'affaires en France, c'est Leclerc qui l'a industrialisé. Ils ont mis 7 ans d'investissement à perte dedans. Voilà. Et c'est quand même des centimiers, ces gens-là. Mais ils y ont cru, et à partir du moment où ils ont senti que c'était rentable, voilà. Aujourd'hui, c'est numéro 1 avec 5 milliards sur les 9 milliards. Moi, je voulais prolonger la question sur les salaires, qui va s'adresser plutôt aux chefs d'entreprise qu'aux recruteurs. On voit qu'on est obligé d'embaucher à des moments à un certain niveau, à des moments on peut embaucher à d'autres, etc. Comment on gère la grille de salaire en fait en interne? Moi, c'est un problème que j'ai eu pendant pas mal de temps, et maintenant que j'ai revendu ma société, je suis assez content, comme ça j'ai pu le gérer. Félicitations. J'ai pas trouvé la solution. Du cash. J'ai pas trouvé la solution. Voilà, bon. Marlène est aussi chef d'entreprise. Elle a aussi des salariés. Non, mais sachant qu'on a la contrainte, on ne peut pas baisser les salaires ni légalement ni psychologiquement. On ne peut pas augmenter tout le monde parce qu'il faut travailler la rentabilité, enfin bref, etc. Il y a des moyennes sur chaque poste et les cabinets de recrutement font aussi bien le taf. On sait à peu près combien doit être payé cette personne-là pour ce poste-là. Et puis il y a une concurrence sur chaque poste. Donc, Non, mais oui, ça c'est au moment de l'embauche que je disais qu'il y a un effet mémoire. C'est-à-dire que si vous embauchez un développeur à 120 en 2021, mais que vous l'aviez embauché à 60 en 2018, ça, c'est une erreur. Et que vous l'avez embauché à 80. Oui, non, mais je ne l'ai pas faite, mais à un moment donné, ça devient difficile si vous voulez recruter et que tout le monde est à 120, enfin que le marché est à 120 et que vos salariés sont à 60, à un moment donné... miser sur les potentiels. Nous, en tout cas, on va trouver plutôt un junior et on sait qu'il va aller à 120, mais on va le prendre à 80. Mais on va le former et il va aussi se prendre d'affection aussi pour l'entreprise et puis il va aller à 120 aussi. Mais on prend plutôt des juniors sur ces postes-là. Moi, je suis assez d'accord avec la stratégie. Je pense qu'il faut être vigilant, toujours rigoureux. Je pense que c'est un mot qui a été dit. Il faut être rigoureux tout le temps, en fait, garder les fondamentaux en fait, d'une entreprise. Et on mise beaucoup sur les juniors, sur l'alternance. Il y a un moment donné, c'est pas viable en fait d'avoir des gens pour la même compétence qui ont un salaire à 100 et d'autres qui ont un salaire à 60. Ça, c'est pas possible en fait. Donc après, c'est une erreur de management d'intégrer des gens à 100 dans son entreprise. Donc tu vires tous les 120 et tu gardes que des alternants. C'est ça. Et en général, quand on embauche quelqu'un à très haut, ça peut faire il mal, reste hein, 2 faut ans, faire 3 ans. attention. Mais... Excusez-moi, attention, à poste égal en France, si vous avez par exemple des gens que vous avez embauchés à 100, la personne part vous re-embaucher, vous n'avez pas l'ordre d'embaucher en dessous. Hein. Surtout en entreprise, dire normalement on doit respecter et réembaucher. Voilà, faut changer le contrat de travail, dire on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Hein. Je préviens parce que... Je pense que
Il y a plusieurs sujets. Alors sur le sujet, d'ailleurs, junior ou senior, j'ai remarqué qu'en période de crise, on a tendance à se replier sur des profils juniors qui vont être plus abordables. Mais la réalité, c'est que souvent, le prix à payer, il est très élevé. Parce qu'un junior reste un junior, on ne peut pas lui demander de l'expérience. Et en plus, si en période de crise, on a allégé le middle management, on a des gens qui sont non seulement juniors, mais qui en plus vont manquer d'encadrement et avec des risques. Donc moi, ma philosophie est plutôt pour le coup à l'opposé. Moi, je préfère prendre des profils seniors correctement payés. Ça veut dire que nous, des fois, on a attendu 1 an avant de recruter quelqu'un parce qu'on ne voulait pas surpayer les gens, les payer à une valeur de marché, mais un senior qui est efficace, à la fois, il a une productivité qui est forte, mais il a une capacité aussi à travailler en autonomie beaucoup plus importante qu'un junior. Donc, en période de crise, on peut être tenté de se replier sur des profils juniors, mais attention à l'effet boomerang. Ce que tu disais, Marlène, tout à l'heure, finalement, sur les seniors qui gèrent bien, qui sont plus courageux, qui expliquent mieux, etc. On prend une dernière question, après on va boire un coup, comme ça vous pourrez poser des questions. Il y en a une là-bas. Ouais, je vais prendre le micro. 2 questions. Une question très simple, c'est qu'est-ce que vous faites en période de croissance que vous ne feriez surtout pas en période de crise ? J'aime bien la question très simple. Allez, tiens, vas-y. Tiens, et à ce moment-là, tu vois ce que je fais ? Moi, rien. Je fais rien en période de croissance que je ne ferais pas en période de crise. Et j'ai presque envie de dire, j'aime bien travailler en opposition de phase. C'est-à-dire que je vais faire en période de crise ce que d'autres font en période de croissance. Parce que ce serait presque des fois plus simple. Donc typiquement, par exemple, embaucher des bons profils, c'est plus simple en période de crise qu'en période de croissance. Ça ne veut pas dire qu'en période de croissance, j'embauche des mauvais profils, mais c'est intéressant de travailler en opposition de phase. Et d'ailleurs, les investisseurs, les bons investisseurs disent on travaille toujours en opposition de phase. C'est comme ça qu'on réussit le mieux. Et donc, en tout cas, toujours cette vigilance. On peut être tenté en période de croissance de faire des choses en se disant c'est un peu juste et si c'était la crise, il ne faudrait pas le faire. Eh ben, il ne faut pas le faire. Moi, je pense quand même que sur la période de croissance, c'est quand même un peu plus simple de prendre un peu plus de risques sur l'innovation. C'est un moment de se dire OK, le risque est un peu plus limité et donc on va pouvoir se lancer sur un certain nombre de projets. Bien évidemment, il faut tout le temps innover, et Véronique l'a très bien dit, mais je pense qu'en période de croissance, il faut se le dire, c'est quand même plus simple. Après, je reprends ce que tu disais, Jean-Louis, c'était tellement vrai. La période de croissance permet aussi de mettre de côté pour les temps difficiles, et c'est là où, à un moment, les dirigeants doivent avoir la tête assez froide sur le fait de se dire OK, voilà, là, on gagne de l'argent, on ne va pas tout dépenser. On va commencer à mettre de côté un certain nombre de choses parce que c'est cyclique et qu'à un moment les temps vont être plus durs. Donc voilà, donc peut-être un peu plus d'innovation en période de croissance, on va pas se mentir, mais pour autant il faut pouvoir mettre de côté. Je pense, je le disais tout à l'heure, sur le recrutement aussi, c'est-à-dire que quand tu fais 35-50% de croissance, tu recrutes quand même beaucoup plus. Et alors idéalement, il ne faut pas recruter des gens moins bons ou qui correspondent moins à ce que tu cherches, mais les grandes boîtes américaines ont des approches souvent un peu cyniques, enfin qu'on peut voir un peu cyniques, mais qui finalement peuvent être assez saines, qui vont avoir des services RH qui vont être incentivés à faire tourner, à faire une rotation sur le staff, donc à licencier 4, 5, 6% des collaborateurs, même en période de croissance. Ça, c'est connu chez les GAFA très clairement. Typiquement, nous, ça, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas même pas vraiment de service RH, en fait. Donc, et puis, ça me paraissait cynique, mais finalement, quand on apprend ensuite à voir aussi que se séparer de certains collaborateurs, c'est sain,
potentiellement même pour leur équipe en fait, quoi. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un qui est autour de toi qui bosse mal ou qui est nocif peut-être de temps en temps, ou voilà. Alors quand tu le vois même en période de croissance, normalement nocif tu l'enlèves, mais tu vois c'est pas forcément si simple. Donc il y a des choses sur lesquelles tu vas peut-être être plus concentré quand même de facto. On prend la dernière question. Oui. Alors vous avez parlé d'intelligence artificielle et avec mon associé on a fondé une start-up, une plateforme de freelance en intelligence artificielle. Donc ça serait très intéressant pour nous de comprendre comment est-ce que vous appréhendez en fait cette vague d'intelligence artificielle. Est-ce que vous la voyez comme une opportunité, comme une crise? Et même vous avez parlé aussi de talents qui sont très chers. Comment est-ce que vous les trouvez ces talents et comment vous l'appréhendez? Comment vous allez anticiper et même c'est le présent déjà. Donc comment vous allez faire? Je pense qu'effectivement, sur ces sujets, et ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, les dirigeants, ils ne doivent pas simplement être spectateurs et de dire il faut faire de l'innovation sur ces sujets. Ils doivent montrer la voie. Et je pense que je vois chez nous, on a beaucoup investi dès le départ. En fait, depuis 3-4 ans, on a investi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on injecte une culture où l'intelligence artificielle n'est pas vue d'ailleurs comme une menace, mais comme un atout pour l'ensemble des collaborateurs. Et ça fait partie aussi, je pense, de ce que les collaborateurs attendent. Ce n'est pas simplement qu'on recrute des gens de l'extérieur qui vont amener ces compétences, peut-être d'ailleurs à des prix extrêmement élevés, mais que l'ensemble des collaborateurs évoluent pour s'approprier ce savoir-faire. Mais après, moi, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est déjà aussi, c'est tellement dans plein d'aspects nouveaux. Enfin, tu vois, te rendre compte que payer un traducteur, ça commence à être. Enfin, il faut vraiment qu'il soit très 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 fort pour être meilleur que ChatGPT. Et dans certains autres domaines, enfin, il y a des choses, il faut se renseigner sur beaucoup de pratiques pour voir. Moi, je vois en ce moment typiquement que. Mon usage de ChatGPT maintenant est potentiellement sur plein d'aspects moins bien qu'il y a 2 ou 3 mois, parce que le LLM, alors celui-ci et pas d'autres, donc j'en essaye d'autres, mais c'est toujours essayer, après aller chercher les bonnes pratiques, ou les bons collaborateurs, mais tu vois, je passe sur notre business Alvo des liasses fiscales sur des choses comme ça. Il me dit non, je peux pas analyser maintenant, alors qu'il me disait pas ça il y a 3 mois, des documents confidentiels. Bon, donc il a été bridé. Et donc c'est vrai qu'il y a plein d'évolutions. Il faut être en permanence en train de tester parce que ça change tout le temps. Je mise très fort sur Elon Musk en ce moment pour ce qui va sortir. Mais... En tout cas, chez Numéum, on pense que de ne pas saisir l'opportunité de l'IA, c'est plus une menace. Donc il faut se saisir de l'intelligence artificielle. Après, il faut l'adapter à son contexte. Il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle à tout va. Ça n'a pas de sens. D'abord, ça coûte très cher. C'est pas toujours très responsable. On a un angle très numérique responsable chez Numéum. Mais par contre, clairement, aujourd'hui, on estime que c'est une énorme opportunité pour notre secteur, plus qu'une menace. Et ne pas du tout s'intéresser au sujet serait, je dirais, une menace pour nos entreprises. Donc, on mène énormément de travaux, de webinars. On a un événement qui s'appelle l'IA France Summit, auquel vous pouvez participer, qui est ouvert à l'écosystème, pour justement partager des retours sur des use cases, comment intégrer l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Voilà, donc on est vraiment dans un processus d'acculturation pour nos entreprises parce qu'on pense que c'est une opportunité énorme pour nos entreprises. Mais toujours, cette consommation, elle doit être raisonnée, elle doit être contextualisée. Il ne s'agit pas en fait de faire de l'IA pour faire de l'IA, ça n'a pas de sens. On va continuer cette discussion autour d'un verre juste là-bas. Je vous remercie chacun. Alors, je vous invite à suivre chacune des personnes ou à les connecter sur LinkedIn, à consommer sur La Belle Vie. On a eu pas mal de clients dans toutes les équipes de préparation. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais essayez. Moi, je suis, tu sais, et vous Frichti, mais tu le sais, d'ailleurs, tu vois que je suis un de tes plus fidèles. C'est vrai, je suis rentré dimanche soir de vacances. J'ai été livré lundi matin à 8h, un peu en avance même, c'était bien, comme d'hab. Voilà.
Et de toute façon, quand je sais pas bien, je t'envoie une photo directe, le mec relou. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Et ça marche, il gère en plus. Donc voilà, on adhère à Numéum aussi. Voilà, et puis on peut aller aussi faire un tour sur Alterway. Hein. Exactement, si vous voulez en fait du cloud, vous pouvez venir chez Alterway. Voilà, on recrute chez Page. Et oui, et puis voilà, on peut bien recruter. Voilà, on recrute bien. Et puis on teste Sociable. Alors c'est peut-être pour des plus gros groupes quand même, ou où ça fonctionne, on peut y aller quand même. On fait partie des gens qui te chantent trop vite. À partir de quelques centaines de personnes. D'accord. De collaborateurs. On n'est pas beaucoup là, je crois. Mais voilà. Et puis surtout, on essaye Conto, quoi, parce que voilà, vous savez que moi j'ai une passion Conto. Je vous remercie vraiment toutes les équipes Conto de nous aider, de nous accompagner pour organiser ces événements, parce que c'est un plaisir. Puis ça fait bientôt 4 ans qu'on bosse ensemble, et moi j'aime aussi la fidélité dans ces temps de crise, et voilà, vous savez que je suis toujours aussi utilisateur, je vous envoie toujours, je râle pas d'ailleurs, je vous envoie plutôt des nouvelles features, des nouvelles idées qui sont mises en place en un temps record à chaque fois, ça me scotche à chaque fois. Donc merci vraiment à toutes les équipes de Conto, merci à vous tous, on va boire un coup.